Salut à tous, si je vous dis un reporter belge, le plus célèbre de la bande dessinée, vous pensez immédiatement à Tintin. C'est en 1929 que le journal belge Le XXe siècle commande à Hergé une série de planches avec une consigne particulière que l'action se déroule en URSS. C'est ainsi que naît Tintin et qu'il est possible de suivre chaque semaine son aventure, qui sera éditée l'année suivante en album Tintin au pays des soviets. Bon, Hergé n'est pas encore le grand auteur de BD que l'on connaît, les dessins sont assez grossiers, les caractères des personnages changeant au fil de l'aventure, Tintin se sort miraculeusement de situations périlleuses. Je me souviens encore que ce passage m'avait marqué, Tintin est emprisonné et tiens, il s'avère que par un heureux hasard, un scaphandre est présent dans sa cellule, lui permettant de s'échapper par la rivière. Hergé poursuit sa collaboration avec le XXe siècle et imagine de nouvelles aventures à notre reporter. C'est ainsi que celui-ci voyagera au Congo, en Amérique, en Égypte, en Chine, etc. Au fil des albums, Hergé affine son style, tant au point de vue de la forme que du fond. Ses scénarios gagnent en maturité jusqu'à devenir véritablement palpitants. Et bien qu'Hergé travaille sur d'autres bandes dessinées, les aventures de Tintin deviennent son œuvre principale, qui lui vaudront un succès international avec quelques-uns de ses albums qui font aujourd'hui partie des plus grands classiques de la bande dessinée. Et forcément, une telle renommée a attiré les éditeurs de jeux vidéo. Et ce qu'on aimerait naturellement savoir, c'est si ces aventures sur écran sont aussi palpitantes que sur papier. La firme française Infogrames acquiert les droits d'exploitation des personnages des éditions Dupuis. C'est pour cela qu'on a eu, grâce à eux, tant de jeux issus de la bande dessinée, comme Spirou, les Schtroumpfs, Astérix, les Tuniques Bleues, et bien sûr Tintin. En 1989 sort donc sur Amiga Tintin sur la Lune, inspiré de l'album Objectif Lune. Le titre se divise en deux phases de jeu. Un coup l'on contrôle la fusée, il faut éviter les météorites, les boules jaunes permettent de faire le plein de carburant, pour les rouges en attraper 8 permet de passer à la seconde phase, celle à l'intérieur de la fusée, et là c'est quelque peu le foutoir. Nous devons désamorcer les bombes de l'antagoniste Jürgen pendant que celui-ci cherche à nous frapper, prendre l'extincteur pour éteindre les flammes, et le capitaine Haddock nous suit partout, de temps en temps il nous défend, le professeur Tournesol lui il sert à rien, une fois les bombes désamorcées on repart en fusée, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la Lune. Bon, un jeu qui est passé assez inaperçu à son époque, mais les joueurs qui s'y étaient essayés avaient été bluffés par la séquence d'introduction sur Amiga en 1989, une cinématique si réaliste, ça en jetait. Et puis les années s'écoulent, les personnages au sein du jeu vidéo sont toujours de plus en plus nombreux et personne ne semble vraiment s'intéresser à Tintin. C'est qu'il n'est pas vraiment à la mode. Face à des Batman, des Indiana Jones, pire, des Mario et des Sonic, notre reporter en pantacourt et chaussettes blanches pète pas vraiment la classe. Seulement c'est sans compter France 3 et M6 qui produisent en 1992 Les Aventures de Tintin, une fidèle adaptation des albums en série télévisée. Les gamins de cette époque découvrent alors Tintin. Ok, vestimentairement, il est peut-être pas très funky, mais ses aventures s'avèrent palpitantes. Infogrames, toujours détenteur des droits, en profite pour en réaliser un jeu. Tintin au Tibet, célèbre aujourd'hui, assez simplement parce qu'il s'agit d'un des premiers tests du joueur du grenier. Nous allons voir s'il mérite tous ses colibets. Ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est que le titre est magnifique. Graphiquement, Infogrames a réalisé un petit bijou. On reconnaît aisément chacun des personnages. Les environnements sont riches, tout un tas de petites animations donnent corps et vie à cet univers. Deuxième point positif, les phases de jeu sont variées. Au-delà des phases de plateforme classiques, nous avons de la natation pour sauver Chang, un hôtel dans lequel nous devons éviter les serveurs en se baissant, Tintin qui perd le contrôle sur une pente, un passage d'escalade où l'on contrôle alternativement Tintin et le capitaine Haddock. Enfin, on s'est creusé la tête pour adapter intelligemment les passages de la bande dessinée en séquence de gameplay. Troisième élément, on apprécie véritablement retrouver l'univers de la BD et donc prolonger l'aventure en incarnant Tintin. L'intrigue est ficelée de façon linéaire et donc tout à fait cohérente. Mais alors quel est le souci? Qu'est-ce qui a tant fait pester le joueur du grenier et bien d'autres sur ce jeu? Eh bien les gars d'Infogrames ont pris la décision que Tintin serait incapable de se défendre, c'est-à-dire qu'il n'y a strictement rien pour envoyer valdinguer ses adversaires. Là où Mario peut sauter sur ses ennemis, Link donner des coups d'épée, Samus tirer, Tintin lui n'a rien de tout ça, c'est un véritable pacifiste, ce qui n'est absolument pas le cas dans la BD où il n'hésite pas quand il le faut à se servir de ses poings. Ce qui fait que le gameplay de base du jeu, ce qu'il va falloir principalement faire durant l'intégralité de l'aventure, ce sera d'éviter des obstacles. C'est le premier souci, un game design assez pauvre. L'autre souci, c'est que pour corser un peu l'ensemble, forcément, ils nous ont mis tout un tas d'obstacles. Et le truc, c'est que tout, absolument tout, peut réduire notre barre de vie. La fumée du train, danger.
Les gentilles dames qui font du ménage, danger. Les petits moineaux, danger. Les petites clochettes aux portes des Tibétains, danger. Mais là je ne sais même pas comment je suis mort. Quoi, c'est ce petit truc gris sur fond gris qui m'a tué? On le distingue à peine. Et comme Tintin ne peut se faire toucher que 4 malheureuses fois, ça rend le jeu extrêmement difficile et donc frustrant. Ajouter à cela un réel problème de level design dans certains niveaux, on ne sait pas bien qu'est-ce qui est une plateforme et qu'est-ce qui ne l'est pas, et la présence de ce maudit timer qui est réglé au poil de cheveux près qui nous empêche souvent de terminer le niveau. Et c'est dommage, je vais y revenir plus tard, mais il y a tellement de qualité dans ce Tintin au Tibet, pourquoi avoir imaginé une aventure aussi périlleuse ? Alors, le jeu sur Game Boy est légèrement moins difficile, déjà le fait qu'il n'y ait pas de timer nous soulage véritablement. Et tiens, c'est marrant ça, on évite toujours les serveurs en se baissant, ça avait un sens quand on avait la rambarde qui nous cachait, mais là... Enfin, forcément on ne jouit pas des qualités graphiques des versions 16 bits, c'est ce qu'on regrettera ici. Oui, j'ai dit D, parce que l'année suivante, Infogrames remet le couvert sur la table avec Tintin et le Temple du Soleil. Et on conserve le même principe, on peut d'ailleurs à nouveau s'amuser au même jeu. Les échardes en bois, danger. Les branches d'arbres, danger. Les bilboquets, Mais attendez, quoi? Mais c'est pas vrai, Tintin est une véritable chochotte. Depuis quand les aventuriers au travers de leur périple craignent les bilboquets? Heureusement, il y a tout de même du changement. Si on prend la peine d'aller dans les options et de mettre en facile, on va pester un bon nombre de fois, on n'y échappera pas, mais il est quand même faisable, bien plus que son prédécesseur. Et aussi les phases de jeu variées, le sont encore davantage. On a un passage avec le capitaine Haddock qui doit couvrir Tintin, très sympathique, une phase de jeu en voiture, une phase d'infiltration, une fuite face à l'avalanche, un puzzle, le combat avec le vautour, enfin tout un tas de choses présentes dans la BD que les développeurs ont une nouvelle fois imaginées en séquence de jeu. Bon, le principe reste toujours identique, éviter les obstacles. Mais on ressent bien moins la monotonie dans cet épisode, et la grande force du jeu reste toujours la même, son ambiance, ses animations, son univers. À mon goût, Tintin et le Temple du Soleil est plutôt réussi, même si c'est vrai le chrono est toujours aussi pénible, et plus globalement la difficulté toujours aussi mal gérée. Pareil pour l'épisode sur Game Boy qui est globalement identique, peut-être légèrement plus facile, mais on a toujours les mêmes soucis de... Quoi? Ils ont conservé le bilboquet? Oh mon dieu, continuons à voguer à travers le temps. Les années passent et les consoles 3D débarquent. Et Infogrames prévoit un nouvel opus pour la PlayStation, avec un gameplay 2D. Pourtant Mario 64, qui a révolutionné la plateforme avec ses mondes ouverts, est sorti 5 années plus tôt. Mais passons, Infogrames semble bien avoir écouté les plaintes des joueurs, puisque cet épisode change radicalement d'aspect. Il passe d'extrêmement difficile à extrêmement facile. Il y a tout de même un réel problème de gestion de la difficulté chez les jeux Infogrames. Nous n'avons plus de timer. Ouf, les vies sont infinis et les niveaux possèdent tout un tas de checkpoints. Tintin peut aussi se défendre, ça y est. Bon, il reste pacifiste, il n'utilise pas un revolver ou une épée mais un appareil photo pour faire fuir la faune sauvage ou étourdir ses adversaires. Et il ne semble pas s'être aguerri. Après les terribles bilboquets, voici les terribles branches d'arbres. Quel aventurier ce Tintin. Alors on nous résume ici 5 aventures issues de 5 albums différents. On sélectionne chaque mission sur un écran de projection, puisqu'on se remémore les aventures de nos compères avec toujours un petit briefing avant de se lancer dans l'aventure. N'est-ce pas la fois où vous avez été confronté à des faux monnayeurs? En effet, capitaine. Il y a au départ un semblant de variété, mais au fil de l'aventure, les phases de jeu sont recyclées jusqu'à la moelle. On a toujours un niveau par grande aventure dans un véhicule franchement pas palpitant, et tous les boss sont identiques, à savoir tourner autour pour éviter leurs projectiles et attaquer à la moindre brèche. Certaines phases de plateforme s'avèrent assez complexes, la faute à un personnage assez lourd, et les décors sont pauvres, c'est vide, creux, on est très loin du foisonnement des épisodes SNES. La PlayStation est franchement capable de mieux. Observez par exemple un Crash Bandicoot, qui est nettement plus jovial. À vouloir totalement aller dans la direction inverse de ses précédents opus, Infogrames a réalisé un titre assez creux et franchement répétitif. Suite à cela, Tintin va totalement disparaître du jeu vidéo. Faut dire que pour un personnage né en 1929, et donc pas tout à fait à la page, celui-ci aura connu une carrière plutôt prolifique. Sauf qu'en 2011, un certain Steven Spielberg en réalise un film d'animation, Tintin et le secret de la licorne. Et c'est Ubisoft cette fois-ci qui s'occupe d'en réaliser une adaptation. Et pourtant, on retrouve plus ou moins le même système de jeu, avec une bonne dose d'infiltration en prime. Tintin est très agréable à prendre en main, beaucoup plus souple et dynamique que sur l'opus PS1. Certaines phases de jeu s'avèrent même surprenantes d'inventivité, des combats d'épée avec le capitaine Haddock, une phase de tir où l'on contrôle Tintin du point de vue de l'ennemi, très original, des changements de caméra
caméra audacieux à travers les courses-poursuites. Le souci, c'est que là encore, ces phases de jeu, aussi plaisantes soient-elles, interviennent régulièrement et deviennent donc répétitives. La redondance prend le pas sur l'originalité, bien que le titre s'avère tout à fait sympathique, c'est une nouvelle fois, avec notre reporter, un résultat à demi-teinte. Et nous pouvons le dire, Tintin n'a connu aucun grand jeu qui sera parvenu à retranscrire brillamment ses aventures en séquence de jeu. Seulement, j'émets une réserve sur les 2 titres de la Super Nintendo. Avant tout, il faut bien vous dire que ce sont des jeux qui ont été extrêmement bien vendus. Moi-même, Tintin au Tibet, c'était un jeu de mon enfance. C'est qu'ils ont reçu d'assez bonnes notes de la presse, et que surtout, Tintin auprès de nos parents, ça faisait sérieux. Ils avaient la sensation de nous acheter un jeu bien moins abrutissant que ces imbécilités japonaises là, Mario et consorts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une réelle sensation de nostalgie envers ces titres, et c'est en partie justifié par le fait que le jeu est bourré de qualité. On l'a dit, c'est beau, varié, beaucoup plus que les épisodes qui suivront. On retrouve avec plaisir l'intrigue de la BD, les niveaux fourmillent de petites animations amusantes. Du coup, moi j'ai envie de vous dire, oui, Tintin au Tibet et encore plus Tintin et le Temple du Soleil sont de grands jeux de la Super Nintendo, mais le but de cette chronique, c'est d'essayer autant que possible de rester objectif et de laisser de côté ces souvenirs de gamers qui ont tendance à obscurcir la réalité. Ces jeux sont injustement difficiles. Aujourd'hui, on ne peut les conseiller qu'aux joueurs les plus persévérants qui auront la patience de recommencer et recommencer les différents niveaux pour espérer en voir le bout. Mais voilà, certains n'ont retenu que ce côté-là de ces Tintins, ce qui se comprend parfaitement. D'autres, moins nombreux, j'en fais partie, sont peut-être quelque peu éblouis par leur nostalgie et portent aujourd'hui sur Tintin au Tibet et Tintin et le Temple du Soleil un regard rempli de sympathie et de bienveillance.